Les trésors d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend dissemblables. Les trésors d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Présenté par l'experte en patrimoine, Louisa Galez sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Chers amis d'Afrique et d'ailleurs, bonjour. Nous avons déjà rencontré Monsieur Amazigh Boukhalifa la semaine dernière. Nous avons parlé d'abord de la révolution algérienne, du pourquoi de la révolution algérienne et de son impact sur le monde et sur l'Afrique. L'influence de l'Algérie sur les pays africains alors qu'elle était encore en guerre. Cette influence va continuer après la guerre puisque cette locomotive dont j'ai parlé va continuer à rouler. Elle va traîner dans son sillage tout un ensemble d'opérations, d'organisations, de manifestations, de réalisations qui vont se manifester dans des formations réelles et problématiques parfois pour les étrangers, si bien qu'on a fini par appeler l'Algérie l'école des révolutionnaires. Alors des officiers de l'ANC d'Afrique du Sud ayant été formés ici, y compris Nelson Mandela d'ailleurs. Il y a eu aussi Agostinho Neto, chef du mouvement populaire pour la libération de l'Angola, Sam Nujoma ou Nujoma, le chef de l'organisation du peuple du Sud-Ouest africain, Amilcar Cabral, fondateur et leader du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Monsieur Amazigh, nous continuons donc notre discussion sur l'impact de la révolution algérienne sur les pays d'Afrique. Comment l'Algérie fraîchement indépendante va se constituer en école? Je sais qu'elle a toujours influé sur son environnement, mais là, elle va se constituer en école des leaders en quelque sorte. Comment cela s'est concrétisé? La volonté, le caractère anticolonialiste, d'une façon générale, de la guerre de libération algérienne, de la révolution algérienne, parce que ça deviendra la révolution algérienne. Ce caractère anticolonialiste va continuer à s'imprimer dans une lutte, dans ce qu'on appelait dans les années 60 et jusqu'à la fin 70, ce qu'on appelait le néocolonialisme et l'impérialisme. Parce que si l'Algérie était indépendante, il y avait encore beaucoup de pays africains qui poursuivaient leur lutte. Surtout pour certains, je pense à tous les pays colonisés par le Portugal. Qui ont continué jusqu'aux années 70. Qui ont continué, et que ce soit d'ailleurs Alger a servi de lieu de rencontre pour des négociations. Oui, mais là justement, il fallait des structures. Il fallait Cherchel, Mornia, ce sont des il y avait structures. ces écoles, c'est-à-dire que ces militants qui étaient engagés dans la guerre de libération, dans des guerres de libération, il leur fallait une formation. Il y a ceux que vous avez cités, j'ajouterai aussi Samora Machel du Frélimo, qui est du Mozambique. Il fallait leur ouvrir les portes pour une formation militaire et ou paramilitaire pour qu'ils puissent mener à bien leur projet. Et il a fallu quand même attendre les années 70, la fin des années 70, pour voir la question de la Rhodésie. Il y avait le problème de la Rhodésie du Sud, du Zimbabwe. Oui, actuellement Zimbabwe. L'actuel Zimbabwe. Il y avait l'Afrique du Sud avec l'ANC. Il y avait ces pays aussi faisaient face à une forme de colonialisme encore plus insidieuse qui était l'apartheid. Oui. Tout aussi insidieuse qui était l'apartheid. Donc tous ces leaders avaient besoin d'une formation et l'Algérie s'est immédiatement proposée à leur donner. Exactement comme on ouvrait le peu d'universités algériennes qui existaient. Il y avait une université. C'était la plus grande d'Afrique. C'était la plus grande et la plus importante en Afrique. Donc on a accueilli. C'était les années 70 quand même. Les années 70, mais même dans les années 60, il y avait des étudiants africains. Oui, mais les universités existaient déjà. Babzoua a été créé ex nihilo. C'était un terrain, j'habite à côté. Il y avait l'université, la fac centrale, c'était la fac centrale, et il y avait des Africains. Peut-être celle de droit aussi, je ne sais pas quand est-ce qu'a commencé Ben Aknoun. C'est bien après, c'est-à-dire que 62, 63... L'école normale. Oui, il y avait l'école normale qui formait aussi les Bouzeréens, l'école normale supérieure par la suite. Formait les enseignants. Qui a formé et bien sûr l'école de paramédicale et tout ça. Oui.
Alors, ces pays-là, avec l'Algérie toujours présente, ont aussi essayé de s'organiser. Et l'Algérie va se positionner comme le représentant de l'Afrique au niveau international. Alors, il y a eu déjà l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, une organisation interétatique créée le 2 mai 1963. Elle va laisser sa place le 9 juillet 2002 à l'Union africaine. Et puis, tout ça pour promouvoir la démocratie, les droits humains et le développement en Afrique, surtout par l'augmentation des investissements extérieurs. Donc l'Algérie, elle est toujours là pour représenter l'Afrique, même au niveau des instances internationales, monsieur. Absolument. Je crois que on ne soulignera jamais suffisamment et certainement pas assez l'importance de l'organisation de l'unité africaine. L'Organisation de l'Unité africaine est née, donc, comme vous venez de le dire, en 1963. Un des principes cardinaux retenus dans le préambule de la charte de l'OUA, c'était inscrire l'intangibilité des frontières nées de la colonisation. Bien sûr que que la réunion de Berlin de 1883-84 et la conférence de Berlin, qui a tracé à coups de règles et de crayons, qui a coupé, des nations entières, des royaumes, des peuples, des familles ont été découpés à la règle dans un partage aberrant, de tout un continent. Mais d'ailleurs, on le voit sur une carte toute petite, c'est très visible. Il a fallu toute la sagesse des fondateurs de l'OUA, dont l'Algérie, des fondateurs de l'OUA, et de l'idée même d'une organisation avant l'indépendance de l'Algérie, en tous les cas, dès après les premières indépendances des années 50, 58 pour la Guinée, des pays anglophones, des Africains anglophones. Tous ces pays ont eu une vision, vraiment perspective de l'importance d'éviter les affrontements, d'éviter Parce que quand on libère ce genre de choses, on a vu ce que ça a fait au Rwanda. On a vu ce que ce genre d'excès, ce genre de pièges qui ont été posés, qui ont été laissés par le colonisateur, les conséquences elles sont terribles. Donc cette sagesse de l'OUA, qu'on retrouvera par la suite, bien sûr, dans l'Union africaine, avec de nouvelles perspectives, bien sûr. Au moment de la formation des grands ensembles continentaux, il fallait absolument passer à aller plus loin qu'une organisation qui appelle de ses voeux l'unité, mais carrément passer à l'unité. C'est difficile, c'est très difficile. Les outils, parce qu'il faut que l'Union africaine se dote d'outils nécessaires pour pouvoir concrétiser tous ces objectifs. L'Afrique est encore traversée par des courants parfois contradictoires, des courants parfois opposés les uns aux autres. Mais il y a toujours... Et des convoitises. Bien sûr, parce que c'est un continent qui est convoité pour ses ressources, particulièrement pour ses ressources, c'est-à-dire revenir à la situation des années des colonies, le bon vieux temps de la colonisation, comme chante l'autre, et ils en ont plus que jamais besoin. L'Europe en a plus que jamais besoin. Le pays occidentaux, d'une façon générale, et pas que, mais pas que. C'est encore vrai aujourd'hui, 70 ans plus tard. Bien sûr, c'est tout à fait vrai. Et les convoitises sont énormes. Elles sont à la mesure des énormes possibilités de l'Afrique. Il n'est pas normal, et il faut le dire et le répéter, qu'un pays comme le Congo, la République démocratique du Congo, aussi considéré comme un des plus riches de la planète, fasse partie des 15 pays les plus pauvres du monde. Il n'est pas normal que le Niger, notre voisin, premier exportateur mondial d'uranium,
Et aujourd'hui, parmi les pays les plus nécessiteux de la planète, et j'en passe, et d'autres, que ce soit le Mali, qui est bouleversé, le Burkina, le Soudan, toutes ces et tous sont menacés. Et on oublie très souvent aussi la Somalie. La Somalie qui n'existe pratiquement plus. Qui souffre plus. de famine. Les gens meurent de faim en Somalie. Jusqu'à présent. La Somalie, j'ai eu l'occasion, durant ma carrière de journaliste, de me rendre en Somalie, de me rendre dans tous ces pays de la Corne de l'Afrique, en Éthiopie ou autre, l'Éthiopie qui se relève, Dieu merci. Mais tous ces pays, on ne souffrait pas de famine. La famine n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas les famines du Tigré des années 70. Pourquoi est-ce que l'Éthiopie réussit à vaincre ce genre de signes indiens dès lors que le pays s'organise et qu'il s'occupe sérieusement de son économie? Pourquoi est-ce que des pays africains, les guerres en Sierra Leone, les guerres dans ces pays qui sont d'une richesse extraordinaire. Mais à qui profitent ces guerres? À qui profitent ce désordre? À qui profitent ces guerres? À qui profite tout ce désordre? Comment faire pour éviter les affrontements qui sont nés malgré l'existence de l'OEA et par la suite UA, malgré le fait que tous ces pays ont été libérés, une libération d'ailleurs avec un prix très chèrement payé. Ce n'est pas facile pour toute l'Afrique. Si l'Algérie a subi une décennie noire, les autres pays ne sont pas épargnés. Les problèmes interafricains sont nombreux, et même entre populations du même pays. On a tous en souvenir le génocide du Rwanda en 1994, seulement c'était hier. En 3 mois, ils ont supprimé plus de 1,8 million assassinés, et non pas seulement tués, assassinés, sous l'œil indifférent du monde entier, notamment les grandes puissances, comme il se fait encore aujourd'hui en Palestine. Le Soudan est dans un désordre permanent. Le Sahel aussi. Le Soudan a eu des guerres cycliques, 55-72, 2002-2004 et d'autres encore. La crise du Darfour a fait des centaines de milliers de morts et déplacé des millions de personnes. Au Congo, 2 guerres successives, souvent appelées les guerres mondiales africaines parce qu'elles ont entraîné plusieurs nations africaines et ont causé des millions de morts. 7 ans de tuerie. En Angola, la guerre a duré 27 ans. Au Mozambique, un conflit de 12 ans. En Somalie, la guerre n'en finit pas depuis 1991. Le conflit entre l'Érythrée et l'Éthiopie, la guerre a duré 30 ans, menant à l'indépendance de l'Érythrée seulement en 1993. Récemment encore, le conflit du Tigré, 2020-2022, qui a dévasté la région du nord de l'Éthiopie, causant une crise humanitaire sévère avec des milliers de morts et de déplacés. Le Boko Haram en Nigeria, la crise en Côte d'Ivoire, les conflits au Mali, au Soudan et dans tout le Sahel, tout le temps embrasé. J'ai envie de dire, c'est même plus terrible, c'est désespérant. Les trésors d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend dissemblables. Les trésors d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Présenté par l'experte en patrimoine, Louisa Galaise sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Donc, je disais, Monsieur Amazit, que c'est vraiment terrible. Plus que terrible, c'est désespérant. Qu'en pensez-vous? Tout ce que vous venez de dire, et même plus. Vous savez, les Occidentaux ont essayé d'imposer des modèles, je ne dis pas leur modèle, d'imposer des modèles aux pays africains. Il y a très longtemps de cela, un président, c'était le président Eyadema du Togo, quand je lui posais la question concernant la démocratisation du système politique togolais, notamment le passage au multipartisme, il me disait, vous savez, il y a plus d'une centaine de tribus dans ce tout petit pays. Oui. Si chacun nous est une tribu en soi. Chaque tribu sera un parti. Donc il faut, c'est-à-dire que la construction de la nation, de l'unité nationale, comme elle s'est faite en Europe du 19e siècle, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Italie et bien d'autres nations qui se sont construites, a été empêchée parce qu'on a attisé sans cesse
les rivalités tribales. Les différences. Parce que les différences tribales, on les a attisées sans cesse. On les a poussées jusqu'aux limites qui arrivent à l'affrontement. Vous voyez, jusqu'aux limites de l'affrontement. Et ça, c'est... Oui, on va dire, oui, vous accusez encore le colonialisme, vous êtes vous passez votre temps à... On ne se relève pas de 132 ans de colonisation comme ça. Le colonialisme, ce n'est pas une voiture qui freine et qui pile et qui s'arrête. Oui, c'est pas un espace qu'on nettoie. Il y a une énergie cinétique historique du fait des destructions, du fait des déstructurations apportées par la colonisation. On n'ouvre pas une école le lendemain de sa fermeture, de sa destruction. Combien d'écoles ont été, je parle du cas de l'Algérie, combien d'écoles ont été détruites? Quand les colonisateurs sont arrivés, il y avait plus d'écoles en Algérie qu'en France. La population était alphabétisée à 85%. À considérer qu'on parle aussi des vieilles et des vieux qui n'avaient pas le temps. Et ce sont les chiffres que donne le colonialisme. Puis on est revenu à un niveau de moins de 2% d'alphabétisés. C'est exactement. Et on ne se relève pas facilement. Bien sûr. On se retrouve avec un pays qui n'a jamais fait d'études. Un peuple qui n'a jamais fait d'études. Et alors, il faut former les enfants. Donc, il faut considérer cela. Il faut considérer tous ces aspects. Et l'Afrique doit considérer tous ces aspects pour peu qu'on la laisse aller jusqu'au bout de ses projets, de qu'on ses l'oublie. idées, qu'on l'oublie. Alors, je voudrais parler quand même d'un terme nouveau parce que je voudrais avancer vers quelque chose de plus positif, à force d'avoir parlé de la guerre et des tueries qui sont en fait des réalités, des vérités historiques. Mais maintenant, pour avancer, pour qu'on nous oublie, pour qu'on puisse avancer, je voulais revenir à un terme qu'on appelle le soft power. L'Algérie a été un leader pendant très longtemps. Aujourd'hui, chaque pays a ses propres problèmes. Mais dans le soft power, est-ce que l'Algérie peut encore se positionner comme un pays influenceur? Je crois qu'il y a deux exemples que j'ai vécu, que j'ai eu la chance de vivre. J'ai commencé ma carrière de journaliste en 1969 avec le Festival culturel panafricain. Cet immense rendez-vous africain. C'était en 69. En 1969, 21 juillet 1969, alors que les Américains étaient sur la Lune. Oui, nous, on pensait à notre continent. Et à Alger s'ouvrait ce formidable festival qui a réuni tout le continent. Parce qu'il y avait, c'est-à-dire cette volonté de l'Algérie d'organiser, c'était une idée qu'avait eue le ministre Ben Yahya à l'époque, Mohamed Seder Ben Yahya, défunt ministre qui était ministre de l'information à l'époque, avec quelques intellectuels. C'était avant l'existence du ministère de la Culture. Juste avant. Avec Katib Yassine, Issi Akham, Mustafa Toumi, quelques personnes qui sont passées entre les mailles du filet, qui ont quand même été formées. Avec Ben Yahya, qui était avec lui. Et puis ils ont eu cette idée, parce qu'il fallait, le président Boumedienne demander comment répondre à toutes ces tentatives de division de l'Afrique en Afrique post-subsaharienne et en Afrique du Nord. Diviser, créer deux Afriques. Il y a eu la tentative à Dakar de ce qu'on a appelé le Festival des Arts Nègres, qui était sous les auspices d'un réveil de la négritude, mais d'une négritude politique, qui n'était plus la négritude d'Aimé Césaire, de Frantz Fanon, de Damas, et de Senghor. Qui était identité littéraire, surtout. Littéraire aussi. Mais là, ça devenait politique. C'est-à-dire le Festival des Arts Nègres qui excluait l'Afrique du Nord, la moitié du continent. Donc, il fallait répondre à cela. La meilleure réponse a été apportée par le Festival culturel panafricain. Qui a réuni l'Afrique, toute l'Afrique, sans distinction de couleur ou autre, ou de géographie ou autre. Et ça a été refait en 2009, 40 ans après, avec autant de succès. Bon, beaucoup de nostalgiques disent que c'était mieux avant, bien sûr, parce qu'il y avait aussi... Oui, mais ça, il faut se rappeler, c'était les jeunes de jour, bien sûr, c'est pas tout le monde, bien sûr. Mais ça a permis à la jeunesse algérienne,
et aux jeunesses africaines, de découvrir, de se redécouvrir. Et ce genre de rendez-vous manque encore. Aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas refaire la même chose, sinon c'est de la redite. Mais il faut inventer. La culture, le propre de la culture, c'est de créer. C'est le monde de la création. C'est la création permanente. Le seul qui peut démarrer de l'ex nihilo. Bien sûr, c'est la culture. Et je crois que c'est dans ce sens que l'Algérie, aujourd'hui, avec le nombre d'étudiants africains qui sont dans nos universités. Et ils sont grâce à Dieu, très nombreux. Ce sont ceux-là qui créent le lien nécessaire entre tous les peuples africains pour prendre conscience de son africanité, pour prendre conscience de l'appartenance, non pas à un continent commun, pas seulement cela, mais un destin commun. Nous avons un passé commun. Nous avons un passé commun. Il nous faut construire ce destin ensemble. Et je crois que plus on lit d'auteurs, de nouveaux auteurs, quelle que soit la langue, l'Africain, ce qu'il y a d'extraordinaire chez l'Africain, c'est que il utilise certes des langues qui ont appartenu aux colonisateurs, mais ils le font avec sans complexe. Ils expriment leur africanité exactement comme Kateb Yassine. Oui, parce que c'est aujourd'hui, plus que Kateb Yassine, aujourd'hui on a affaire à des Africains qui s'expriment dans la langue, non pas du colonisateur, mais de l'école où ils ont étudié, bien sûr, mais qui n'ont plus rien à voir avec le colonialisme. C'est ça qu'il faut quand même souligner. Et ça, aujourd'hui, les francophones algériens, c'est pas la langue du colon. Pas du tout. C'est la langue que nous avons apprise à l'école, dans notre école algérienne avec les enseignants algériens. C'est vrai. Et je crois que c'est ça qui est nécessaire. Il est nécessaire de mettre le doigt sur ce projet, sur ce grand projet africain. Ce sont la vision que nous avons, nous, en tous les cas algériens, de l'Afrique n'est pas celle que le français a de l'artiste africain ou de l'africain. Pour le critique littéraire, cinématographique ou autre français, l'africain n'existe que dans la banlieue, que reflété par la banlieue des villes françaises. En tout cas, c'était un regard colonialiste ou néocolonialiste. Je vais souvent à titre personnel au festival de Ouagadougou, au festival du cinéma de Ouagadougou. Ce qu'on y voit, ce qu'on voit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dépendance vis-à-vis des financements et autres européens. C'est très très juste. Mais seulement le propos, la préoccupation, le souci de ces créateurs, le souci de ces artistes, le souci de ces hommes de culture est totalement africain. Et je vous assure que ce n'est pas pour moi qui fréquente aussi, qui vais très souvent, parce que ça m'intéresse au Festival de Cannes ou dans d'autres festivals européens, de très loin, je préfère le Festival de Ouagadougou parce que j'ai un contact direct avec les créateurs. C'est quelle date, le Festival de Ouagadougou? Cette année, c'est du 26 au 1er mars. Ah oui, d'accord. Donc on 26 février au 1er mars. Oui, l'année 2025. Voilà, c'est ça. Donc nous parlons de soft power pour l'Algérie et pour les pays africains. Oui, l'université, c'est un moyen de passer une image positive et de contribuer justement à créer une conscience globale, une conscience commune de ce qu'est l'Afrique. Maintenant, à savoir, est-ce que l'université le fait ou seulement héberge des étudiants venus d'Afrique pour transmettre un savoir scientifique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut peut-être discuter avec quelqu'un de l'université. Mais je voulais aussi parler du travail associatif. Est-ce qu'il y a quand même des initiatives africaines communes ? Il y en a de moins en moins parce que les contacts, les lieux de contact et les contacts sont assez difficiles et assez rares. Ils sont assez difficiles. La volonté, par exemple, de l'Algérie de développer les lignes africaines, les lignes aériennes africaines. Justement, j'en venais, c'était ma prochaine question. C'est un vecteur, c'est-à-dire aller vers l'Afrique, c'est-à-dire quand on voit. On se rend compte d'une chose en consultant les réseaux sociaux. On se rend compte
que des Algériens découvrent l'Afrique. Sur les réseaux sociaux, ils vous parlent de pays qu'ils n'ont jamais vus. Et devant la fermeture des visas des frontières européennes... Et puis du manque des avions, on est obligé de transiter par l'Europe pour absolument, aller d'un pays africain à un autre, il faut passer par une capitale européenne, obligatoirement. Mais il y a de plus en plus de jeunes qui se rendent dans des pays africains. Et c'est incroyable ce qu'ils en rapportent. C'est-à-dire que c'est très encourageant. Il faut multiplier cela. Il faut multiplier les agences de voyage qui proposent l'Algérie et qui proposent des pays africains. C'est-à-dire, parce qu'il n'y a pas que le réceptif, il y a le réceptif, mais il n'y a pas que les Algériens qui vont visiter des pays africains, mais il faudrait que cela se fasse dans les deux sens. Que ce soit viable. Tout cela peut être encouragé. Alors, on a un exemple qui dessert le monde entier. On transite par eux justement pour aller en Afrique, ce qui est une aberration. Oui. Alger était un hub très intéressant. En tous les cas, avant le Covid, c'était un hub très important pour énormément. C'est-à-dire que le vol Alger-Ouaga, on se retrouvait à 5-6 Algériens seulement. C'était des Européens qui passaient par Alger pour aller à Ouaga ou pour aller à Dakar ou à Nouakchott, qui y allaient parce que c'est moins cher à partir d'Alger à mais des ce qui est très bien, d'ailleurs, ça devrait se faire avec intéressant. tous les pays. Absolument. Parce que l'Algérie se trouve au milieu, vraiment. Oui, ça peut être un hub très important. D'où l'idée de la colonisation de la France, par la France, c'est qu'elle est vraiment au centre entre le nord et le sud. Oui, absolument. Et donc, transiter par Alger pour aller vers le sud et transiter par Alger pour aller vers le nord, c'est une question de bon sens. Mais je pense que cela va se faire puisque les grands projets, le grand projet de la transsaharienne est en train de prendre de plus en plus forme. Il y a également le projet du rail aussi, le projet du rail de cette ligne de chemin de fer d'un transsaharien par la voie ferrée. Il y a la ligne de chemin de fer et puis il y a l'autoroute nord-sud qui va continuer bien sûr, qui va continuer au-delà. Jusqu'à en tout cas Ingezam, l'Algérie a rempli son contrat. Bon, maintenant il s'agit bien sûr d'aider, oui, bien entendu, bien sûr, il faut, ça se fait des deux côtés, parce que et puis d'abord c'est très rentable pour tous les pays qui sont impliqués, et rentable pour l'Algérie aussi, pour les ports de méditerranéens, et c'est très intéressant d'envoyer ces marchandises par chemin de fer jusqu'à Lagos, à Dakar ou à Lomé, plutôt que de les envoyer par bateau pour des pays, surtout pour les pays enclavés. Les pays enclavés, je pense à tous les pays du Sahel qui n'ont pas la chance d'avoir des ports. Et je pense que le chemin de fer est une solution. Même l'autoroute est aussi une solution. Après, il faut mettre en place quand même toutes les conditions sécuritaires nécessaires. Oui, bien entendu. Pour là, que ensuite, ce soit une entrave importante pour... Je crois que c'est le rêve des grands nationalistes africains. Je pense à des gens comme Kwame Nkrumah, je pense à des Boumedienne, à des Ben Bella, ceux qui ont créé, ceux qui ont porté le grand projet de l'unité africaine, des Jomo Kenyatta, ces grands nationalistes africains, ces grands militants de l'Afrique unie. Et je crois que c'est jouable. C'est jouable si mais il faut se mettre à plusieurs. Oui. Il faut d'autant que c'est une partie qu'on construit ensemble. Ce n'est pas une partie qui nous oppose que l'Afrique soit aux Africains. Voilà, tout à fait. Je pense qu'on ne peut pas dire mieux que Massimi Issa sur ces paroles d'aspiration optimiste qui viennent des profondeurs de l'histoire. Chers amis, je vous souhaite une agréable semaine. Prenez soin de vous et de votre patrimoine.